La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h41, Lucas Aubin est avec nous pour l'Écho du Monde. Bonjour Lucas. Bonjour David. Depuis quelques jours, on parle de pénurie de carburant, de vols annulés, d'aéroports à l'arrêt à Cuba. Pourquoi ce sujet revient-il brutalement sur le devant de la scène internationale ? Alors, David, si je vous dis Cuba, États-Unis, embargo, vous avez probablement des images de la guerre froide qui vous viennent en tête, tout cas. Et de mes manuels d'histoire quand j'étais petit. Exactement, et j'ai même, figurez-vous, et pourtant ce triptyque n'a jamais cessé d'exister depuis 62. En fait, il est même revenu sur le devant de la scène depuis quelques semaines à la faveur d'un Donald Trump bien décidé à asphyxier l'île. Et ça fonctionne. Hier, la Havane a prévenu les compagnies aériennes, Cuba n'est plus en mesure de fournir du kérosène dans plusieurs aéroports, dont celui de la capitale. Nous avons donc affaire à une crise sociale doublée d'une crise politique. Et depuis l'enlèvement de Maduro, Donald Trump a été clair, il s'agit de couper les approvisionnements vitaux de Cuba via le Venezuela, aka le pétrole. Et quand on regarde la situation locale, eh bien, ça semble fonctionner. Alors justement, concrètement, que se passe-t-il à Cuba depuis cette annonce ? Comment vit la population aujourd'hui ? Alors, David, la situation est extrêmement difficile. Il faut imaginer des coupures d'électricité quotidiennes entre 12h et 18h par jour à la Havane, des transports en commun HS, des files d'attente qui s'allongent, des hôpitaux qui ne fonctionnent plus, des universités fermées, le tourisme touché, et je pourrais continuer comme ça très longtemps. En fait, concrètement, pour beaucoup de Cubains, cela signifie une chose: moins de revenus égale moins de nourriture, égale moins de possibilités de se déplacer. La population est donc épuisée. Pourtant, il faut bien comprendre que cette crise s'inscrit dans le temps long. Elle réactive d'abord un souvenir traumatique, celui de ce qu'on appelle la période spéciale des années 90, lorsque l'effondrement de l'URSS avait plongé Cuba dans une pénurie quasi totale. Puis, plus récemment, en 2021, de grandes manifestations avaient secoué l'île, révélant l'ampleur du malaise social, sans pour autant provoquer l'effondrement du régime castriste. Enfin, cette usure s'explique aussi par un facteur structurel. L'embargo américain n'est pas un vestige de la guerre froide, justement. Il est resté actif sous Bush, sous Obama, sous Trump. En fait, il est un instrument pleinement actif de la politique américaine. Alors, que peut vouloir Donald Trump ? Faire tomber le régime ou simplement marquer un point politique ? Alors, je pense que c'est les deux en même temps, avec des moyens dits à faible coût pour Washington. D'abord, un objectif de politique intérieure. Cuba reste un marqueur en Floride. Être dur avec la Havane, c'est parler à une partie de l'électorat exilé cubano-américain. Ensuite, il y a un message stratégique. Les Caraïbes, c'est l'étranger proche, entre guillemets, des États-Unis. Toute présence russe ou chinoise à Cuba, même symbolique, est utilisée comme argument pour resserrer l'étau. C'est la fameuse doctrine Monroe, Donroe aujourd'hui, pour les intimes. Enfin, il y a une dimension psychologique. Trump n'a pas besoin d'envoyer de navires, il lui suffit de raréfier l'énergie pour provoquer un effet domino, vol annulé, tourisme ralenti, recettes qui chutent et mécontentement social qui remonte. Dans cette mécanique, Cuba devient moins un enjeu militaire qu'un test de puissance dite hybride, et donc reste une question: Trump peut-il faire plier un régime en jouant uniquement sur le robinet du carburant ? Peut-être, mais attention, l'histoire invite à la prudence. Cela fait près de 70 ans que l'embargo dure, et le régime cubain, lui, tient toujours. Lucas Aubin pour l'Écho du Monde, chronique à retrouver sur votre application Radio Classique. Lucas, je vous dis à demain. À demain, David. À suivre le journal imprévisible, Marc Bourreau nous parle des suites au cinéma. Exemple, vous aviez LOL avec Sophie Marceau, bien vous avez LOL 2 toujours avec Sophie Marceau. Vous aviez Le Parrain 1 avec Al Pacino et vous aviez Le Parrain 2 avec Al Pacino. Pardon, dans Le Parrain 1, c'est Robert De Niro. Enfin, je mélange en fait les suites, c'est pour ça qu'on les aime aussi. Sinon, vous avez Rocky 2, 3 ou 4. Radio Classique, il est 7h45. À suivre le journal imprévisible dont je ne compte plus.